Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à RGDE Nouvelles. Nous commençons par un spécial sur l'ouragan Mélissa, Haïti face aux conséquences du passage de l'ouragan Mélissa. Aujourd'hui, nous consacrons une édition spéciale aux conséquences tragiques de cet ouragan. Le pays est sous le choc, pansant ses plaies alors que la menace n'est pas encore totalement écartée. Au cœur de notre présentation aujourd'hui, le bilan tragique du passage de Mélissa avec un lourd tribut humain, notamment dans la commune martyre de Petit-Gouave, la trajectoire actuelle de l'ouragan et les menaces qui persistent sur plusieurs départements du pays, malgré son éloignement progressif, la mobilisation du gouvernement et l'élan de solidarité nationale pour venir en aide aux milliers de sinistrés. Un bilan humain et matériel tragique. En termes de bilan, cyclone ça n'est pas vraiment simple de passer sur Haïti, mais effet visible. Déjà, il y a 24 personnes qui mourent, 3 depuis la semaine passée, depuis avant même, il y a un gros effet direct. Et il y a 21 autres qui mourent hier, d'ici hier matin. Et dans le drame Rivière-la-Digue, Petit-Gouave, jusqu'à présent, dans le bilan provisoire, bilan partiel, il y a 20 personnes qui mourent là-dedans. Et dans l'Artibonite, il y a un monde qui joint dans la mer. Il y a 17 blessés jusqu'à présent. Il y a 18 disparus. Il y a 18 personnes, nous ne pouvons pas joindre corps, mais nous ne pouvons pas joindre non plus. Donc, nous ne pouvons pas considérer comme des gens qui mourent, nous considérons comme des disparus. Il y a 1156 familles qui sinistrées déjà, que nous constatons que sinistrées, soit qu'ils ont casé ou bien il y a des gens qui mourent dans le drame. Il y a 2399 familles qui en abri, qui ont un total de 11 657 personnes qui en abri dans le département, au sud, Grand Est, Sud-Est avec NIP. Nous dénombrons déjà, dans l'évaluation faite déjà, près de 506 maisons qui inondées. Il y a des fortes pluies dans la zone Artibonite, mais agitées. Il y a, malgré les départements pas très concernés, mais les départements qui ont un gros appui. C'est pour vous dire que le système, ça, c'est un système qui était très très large et qui peut avoir un gros danger, malgré qu'il n'est pas directement concerné. Non. Dans la grandesse, toute rivière, actuellement, parle là, ils descendent. Elle me dit en couille, c'est du français, mais je ne parle là, rivière en couille, ça veut dire rivière descend. En plus, là-dedans, qui était lié, il y a le casé jardin. C'est une cité, Voldog par exemple, rivière Grandance, rivière Dame-Marie, rivière Ozo, rivière Sayo en couille. On a demandé mon yo, si nous avons traversé la rivière, on a côté pas de pont, font titan yo baisser. Pas traverser la rivière. Ainsi, pas camper. On a gardé belle merveille, rivière qui descend. En plus, le monde perd la vie dans ça. En plus, le monde a campé, oui, a fait photo, fait vidéo. Or, il y a des rivières, on a campé dans le flanc, rivière, et puis déboulonner la lave. Dans Nip, il y a une rivière qui descend tout, qui est en couille, j'ai dit en français. Dans le sud-est, Gosseline, il y a un couille, et l'image montre que dans le sud-est, Gosseline, il est endommagé en bonne partie dans la route qui mène Jacques Mella, au problème que TPTC a arrangé pour lui faire un autre passage pour machine. Rivière, la ravine du Sud. La ravine du Sud, une rivière qui prend naissance dans le bassin versant Macaya, les en crue, et rivière Cavaillon aussi, qui était en crue 3 semaines de cela. Il y a un crue, c'est-à-dire rivière Sayo, monté en pile, ils descendent. Maintenant, ça qui gagne, c'est que rivière Sayo, là où ils descendent, ils passent dans des zones côté où ils pas habituellement passer. Dans l'ouest, il y a des rivières Coujol dans les Oganes, la rivière de Léogane, de la Coujol, de la Digue, la rivière Grise dans l'ouest, rivière Grise qui passait tout près de notre tabac, il y a un cru, ils descendent et ils ont même rapporté dans la rivière Grise là, Goncaille, jusqu'à présent nous été pour nous confirmer, Goncaille qui était un monde là-dedans qui est emporté par la rivière Grise, peut même parler de monde qui disparaît là-dedans. Nous voulons confirmer tout de suite.
La rivière Boucassin de la Caille, m'a parlé avant là, qu'on y a là, il descend. Dans la Tibonite, fleuve la Tibonite là, il met au terre, ça veut dire il descend, je dis, il y a un coup dans la gaille française. Pour les familles qui sont victimes, déjà, de concert avec le ministère des Finances, il y a des dispositions qui prend pour assister les familles. Non seulement pour les gens qui ont fait funérailles, les gens qui mourent, mais les familles ont une capacitation, une possibilité pour vivre pendant un petit temps avec une assistance financière. Gagner dans la route là, il y a des moyens qui, si vous pas arrivé déjà, qui étaient prépositionnés dans la zone sud avec dans la zone NIP, qui déjà pour joindre une famille Tigouavio. D'ailleurs, nous avons dit ça, prépositionnement fait dans le début de saison 1, il concernait 3 pôles. Le pôle du sud, qui est la donne en partie de l'ouest, et les départements du Grand Sud, et le pôle nord, qui est la donne les 5 départements du Grand Nord. Donc, ça peut positionner dans NIP avec la grandance, vont partir par le joindre les petits goaves, soit nourriture ou bien kit hygiène ou bien kit cuisine qui va joindre ici après-midi. Réunion ça a été faite sur le leadership PM et les recommander à ce que le ministère des Finances mette des moyens disponibles pour Mounzao. On partit dans le fonds d'urgence central décaissé pour famille Mounzao et le fonds d'urgence central dit tu as gagné la donne qui est prépositionnée dans Tigouave même parce qu'il y a un bureau ministère Finances, le départemental financier dans Tigouave. Dans la zone sud, il y a des assistances non bail à toute municipalité dans le département sud, dans toute municipalité, toute mairie, pour bien comprendre, toute mairie. Magistrat recevoir carburant 2-3 jours avant et il recevoir aujourd'hui une allocation financière pour les premières réponses. Dans la grandance, mon Canabrio, le ministère des Finances, via la protection civile va via le ministère des Finances qui gagne des fonds prépositionnés, fonds d'urgence prépositionnés, nous avons des décaissements qui fait. L'ouragan Mélissa laisse derrière lui un paysage de désolation et une profonde détresse humaine. Alors que les équipes de secours s'efforcent d'atteindre les zones les plus reculées, un premier bilan encore provisoire révèle déjà l'ampleur de la catastrophe. La population haïtienne, une nouvelle fois, est durement éprouvée par la fureur des éléments naturels. La situation la plus dramatique nous parvient de la commune de Petit-Gouave, dans le département de l'Ouest. La crue soudaine et violente de la rivière La Digue, provoquée par les pluies torrentielles, a semé la mort et la destruction. Selon les dernières informations communiquées par la protection civile, le bilan humain pour cette seule commune est effroyable. 20 corps sans vie ont été retrouvés, dont ceux de 10 enfants. À cette heure, 10 autres personnes sont toujours portées disparues. Les habitations entières ont été emportées par les flots, des familles entières ont disparu. Les équipes de secours, confrontées à des routes coupées et des conditions d'accès extrêmement difficiles, poursuivent leurs recherches dans les conditions périlleuses. À l'échelle nationale, les chiffres, bien que partiels, dessinent une tragédie. Un premier décompte officiel fait état d'au moins 24 morts, 18 disparus et 17 blessés. D'autres sources sur le terrain évoquent un bilan encore plus lourd, parlant de plus de 30 morts. Il est crucial de souligner le caractère provisoire de ces données, qui pourraient malheureusement s'alourdir dans les heures à venir. Les dégâts matériels sont également considérables, particulièrement dans les départements du Sud, de la Grand'Anse, de l'Ouest et du Sud-Est, où des infrastructures majeures comme la route de Jacmel ont été sévèrement endommagées. De nombreuses routes sont coupées par les inondations et les glissements de terrain, isolant plusieurs localités et compliquant l'acheminement de l'aide. Derrière chacun de ces chiffres se cache une tragédie humaine, une conséquence directe d'un phénomène météorologique dont la menace, hélas, n'est pas encore totalement écartée. L'état actuel de l'ouragan est menace persistante. Même si le pire semble être passé, la vigilance reste de mise. Suivre l'évolution de l'ouragan Mélissa demeure une priorité stratégique car ces bandes périphériques continuent d'affecter le territoire national. Les risques pour la population ne sont donc pas encore écartés. L'ouragan Mélissa, qui a atteint la terrifiante catégorie 5 au plus fort de son intensité,
a été rétrogradé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Il s'éloigne désormais d'Haïti et poursuit sa route en direction des Bahamas. Selon les données du National Hurricane Center, NHC, qu'on aurait pu traduire par le Centre national des ouragans, et de la NOAA, ses caractéristiques actuelles sont les suivantes. Vent soutenu 155 km/h, pression centrale 974 millibars, vitesse de déplacement vers le nord-est à une vitesse de 22 à 24 km/h. Malgré l'éloignement de son œil, les vastes bandes pluvieuses de Mélissa continuent d'arroser abondamment une grande partie du pays. Les menaces persistantes pour les prochaines heures sont bien réelles et doivent être prises très au sérieux. Fortes précipitations. Des cumuls de pluie supplémentaires de 50 à 150 mm sont attendus. Localement, dans les zones montagneuses, ces cumuls pourraient atteindre jusqu'à 400 mm, saturant des sols déjà gorgés d'eau. Inondations et glissements de terrain. Le glissement de nouvelles crues soudaines et le glissement de terrain est particulièrement élevé dans les zones déjà sinistrées. Conditions maritimes dangereuses, une forte houle et des vagues dangereuses persistent sur toute la côte sud ainsi que dans le golfe de la Gonâve, rendant toute activité en mer extrêmement périlleuse. Face à ces risques, l'unité hydrométéorologique d'Haïti UHM vient d'ajuster ses niveaux de vigilance. La situation est la suivante. Les départements de la Grande-Anse, des Nippes et du Sud passent en vigilance rouge pour fortes pluies et en vigilance orange pour fortes vagues. Le département du Sud-Est demeure en vigilance rouge pour fortes pluies et en vigilance orange pour fortes vagues. Le département de l'Ouest passe en vigilance orange à la fois pour les fortes pluies et les fortes vagues. Enfin, les départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest restent en vigilance orange pour les fortes pluies et les fortes vagues. Alors, dépendamment du moment où vous allez écouter ce bulletin de nouvelles, vous ferez mieux de vous fier aux dernières informations partagées par les autorités locales. Face à ces menaces persistantes qui pèsent sur des milliers de nos concitoyens, la question de la réponse des autorités est cruciale. Le gouvernement s'est rapidement mobilisé pour orchestrer les secours. La réponse nationale, mobilisation et solidarité. Face à l'ampleur du désastre, les autorités haïtiennes ont déclenché une mobilisation générale. La réponse se veut rapide, coordonnée et proactive afin de gérer l'urgence humanitaire et d'apporter une assistance concrète et immédiate aux victimes sur le terrain. Dès les premières heures, une réunion d'urgence a été présidée à la primature par le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette rencontre a permis de centraliser les informations et de renforcer la coordination entre les différentes entités de l'État. Pour garantir une réponse structurée, le Plan national de gestion des risques et des désastres, PNGRD, a été immédiatement activé, plaçant le Comité national dédié en session permanente. Des instructions claires ont été données pour une action concrète et visible sur le terrain. La réponse gouvernementale s'articule autour de plusieurs axes prioritaires. Ministère des Travaux publics, MTPTC, mobilisation immédiate pour dégager les routes obstruées, réhabiliter les infrastructures critiques et rétablir les voies de communication vers les zones isolées. Ministère de l'Agriculture, MARNDR, lancement d'une évaluation rapide des pertes agricoles afin de proposer des mesures de soutien aux producteurs durement touchés. Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, déploiement d'une aide d'urgence vitale, incluant la distribution de vivres, d'eau potable et de kits d'hygiène aux familles sinistrées. Le Premier ministre a lancé un vibrant appel à la solidarité nationale, soulignant que l'unité et la responsabilité collective sont essentielles pour surmonter cette nouvelle épreuve. Cet effort est mené en étroite collaboration avec des partenaires clés, notamment la Croix-Rouge haïtienne, dont les équipes participent activement aux opérations de secours pour renforcer l'efficacité de l'aide apportée aux communautés affectées.
Cet effort national combinant la force de l'État et la solidarité de la société civile est désormais le principal rempart face à l'immensité des besoins sur le terrain. C'est la fin du premier segment spécial de nouvelles consacré au passage de l'ouragan Mélissa sur Haïti. Restez branchés, madame, monsieur, nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025. Bienvenue sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour. Ce bulletin vous propose un regard éclairé sur l'actualité qui façonne Haïti et les communautés haïtiennes à travers le monde. On parle de politique, économie, culture et enjeux majeurs. Oui, nous couvrons tout ce qui compte vraiment. Au segment précédent consacré essentiellement au passage du cyclone, nous avons mis le temps de vous présenter le bilan partiel qui était disponible, les désastres causés par cet ouragan sur Haïti. Maintenant, c'est le temps d'aborder notre deuxième segment de nouvelles. Voici les grands titres de l'actualité aujourd'hui. La mobilisation d'un parti politique se poursuit au Gonaïve. Un ancien premier ministre commente l'évolution du soutien international à la sécurité. Et enfin, le déploiement d'une initiative policière de proximité à Delma. Mobilisation au Gonaïve. Dans les jours passés, vous avez été témoin de Conviction pour Changement qui s'était présenté dans les rues de Port-au-Prince, en particulier devant la villa d'accueil. Mais le suivi des activités des partis politiques organisés est essentiel pour comprendre la dynamique démocratique et les revendications citoyennes exprimées dans un cadre institutionnel. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les toutes dernières récentes actions du parti Conviction pour Changement. Hier, mercredi 29 octobre 2025, malgré la pluie, les vents et le passage de l'ouragan Mélissa, des centaines de personnes ont participé à une mobilisation organisée par le parti dans la ville des Gonaïves. Cette action s'inscrit dans la continuité de 2 sittings tenus précédemment devant la villa d'accueil à Port-au-Prince. Selon un responsable du parti, les revendications visent à réclamer le départ du Conseil présidentiel de transition, CPT, et à préparer la période post-7 février. Le parti a également annoncé son intention d'organiser d'autres mobilisations au Cap-Haïtien, à Jérémie et dans le département du Sud-Est. Ces revendications politiques de terrain surviennent alors que les débats sur la stratégie de sécurité nationale s'intensifient, notamment concernant le rôle du soutien international. Parlons de coopération internationale, l'évolution du soutien à la sécurité. La coopération internationale représente un volet stratégique dans l'approche de la sécurité nationale. Les déclarations d'anciens hauts fonctionnaires sur ce sujet sont donc suivies avec attention car elles offrent des perspectives sur les politiques en cours et leur évolution. Lors d'une entrevue accordée aux médias France 24, l'ancien Premier ministre Claude Joseph a commenté la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Il a qualifié cette évolution de pas dans la bonne direction. Une démarche alignée avec la résolution 2793 des Nations Unies qui vise à renforcer l'intervention internationale pour le rétablissement de l'ordre public. La nouvelle force, composée de 5500 membres, militaires et civils, représente le double de la MMAS précédente. Elle intervient dans un contexte où les violences armées ont provoqué le déplacement d'environ 1,4 million de personnes à l'intérieur du pays. Alors que le soutien international se restructure, les forces de l'ordre national poursuivent leurs propres initiatives sur le terrain pour améliorer la sécurité au quotidien. Sécurité intérieure maintenant, une initiative policière communautaire à Delma. Les initiatives de police communautaire sont fondamentales pour renforcer le lien de confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre, un pilier essentiel à la stabilisation et à la sécurité durable. L'opération Team Pied-Sol, Team en mot anglais, Team Pied-Sol, menée par la Police nationale d'Haïti, la PNH, en est une illustration concrète. Cette unité de la PNH mène depuis plusieurs mois des opérations communautaires dans la commune de Delma, notamment dans les zones de Delma 19, 31 et 33. L'objectif déclaré est de sécuriser les zones vulnérables et de renforcer la confiance avec la population.
Pour appuyer ces patrouilles, l'unité a récemment reçu un véhicule de service de la part de la Direction générale de la PNH. Malgré des moyens jugés limités, elle poursuit ses activités avec détermination. Cette initiative a reçu un accueil favorable de la part des résidents. Plusieurs habitants saluent le travail de l'unité, observant un retour progressif au calme et appellent au renforcement de ses moyens logistiques. Dans une clarification visant à démentir les rumeurs d'un blogueur s'attribuant à la création du groupe, les membres de l'unité ont rappelé que leur mission s'inscrit exclusivement dans le cadre du service public de sécurité sous l'autorité de la PNH. Cette initiative locale illustre les efforts continus pour rétablir la tranquillité publique au niveau communautaire. C'est la fin du deuxième segment de nouvelles. Madame, Monsieur, restez branchés. Nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, Monsieur, merci d'être resté jusqu'à présent avec nous. Vous êtes sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025. Voici les principaux titres que nous allons développer à ce troisième et dernier segment, la dernière partie de notre journal. Nous nous tournons vers des nouvelles qui illustrent la vitalité et la culture haïtienne, les initiatives qui construisent l'avenir et les histoires qui touchent notre communauté. Ici, en Haïti comme à l'étranger, donc ce sont des sujets qui nous rappellent la richesse et la complexité de notre identité. Voici les grands titres que nous allons développer. À Paris, le cacao haïtien séduit le monde. Notre savoir-faire est à l'honneur au 30e Salon mondial du chocolat. Vers un État plus moderne, le ministère de la Planification accélère sa transformation numérique pour plus de transparence. Des détails à venir. La jeunesse de Delma s'engage. Lancement d'un programme pour former les futurs leaders à la citoyenneté active. Deuil dans la diaspora, malheureusement, la communauté culturelle pleure la disparition tragique du journaliste et poète Schulz Laurent Jr. à Philadelphie. En sport, nous reviendrons sur le résultat du match amical de nos grenadières face à l'équipe du Maroc. Restez avec nous pour découvrir les détails de ces reportages qui dessinent le visage pluriel de notre actualité. Développement des nouvelles. Maintenant, conformément à notre philosophie, les reportages qui suivent mettent en lumière la résilience, l'innovation et les défis de la communauté haïtienne. Ils témoignent de la vitalité de notre culture, du dynamisme et de notre jeunesse et de l'engagement de nos institutions, tout en informant sur les épreuves qui nous touchent aussi. Parlons de culture et économie, le cacao haïtien, star du Salon mondial du chocolat à Paris. Une excellente nouvelle pour l'image et l'économie d'Haïti nous vient de Paris, où se déroule actuellement, du 29 octobre au 2 novembre, la 30e édition du prestigieux Salon mondial du chocolat. Le savoir-faire haïtien y est fièrement représenté, mettant en lumière un secteur stratégique pour notre pays. Un impact économique majeur. Il faut savoir que le cacao est un pilier de notre économie. En 2023, il s'est classé comme le deuxième produit primaire exporté par Haïti, avec 5000 tonnes qui ont généré près de 8 millions de dollars de revenus. Cette présence au Salon de Paris est donc une vitrine exceptionnelle pour renforcer notre position sur les marchés internationaux. La singularité d'un terroir d'exception. Ce qui fait la renommée de notre cacao, c'est sa qualité unique. Les variétés Criollo et Trinitario, introduites à l'époque précolombienne, sont particulièrement prisées des grands chocolatiers européens. Notre Criollo se distingue par une pureté de plus de 90%, offrant des saveurs douces et des arômes que les experts qualifient d'irrésistibles. Cette année, l'innovation est également au rendez-vous avec la présentation en première mondiale du biscuit Choukoun, une gourmandise sans gluten à base de farine de fruits à pain et de cacao. Une gâterie, on va dire. Ça amène aussi des acteurs engagés. Donc cette participation est le fruit d'une collaboration entre des entreprises dynamiques du sud d'Haïti et des partenaires internationaux. Avec l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT, à travers le projet Profit, PROFIT, financé par la Norvège, des acteurs comme Haïtika, Kaleos SA,
Kaouna et Ralph Leroy exposent et vendent leurs produits dérivés du beurre de cacao aux barres de chocolat. D'une réussite économique qui valorise notre terroir, nous passons maintenant à une initiative de bonne gouvernance qui mise sur l'innovation. Innovation et services, le numérique au cœur de la modernisation de l'État. À Port-au-Prince, le ministre de la Planification de la Coopération externe, MPCE, sous l'impulsion de la ministre Kathleen Florestal, poursuit une vaste réforme amorcée en 2024 pour moderniser l'administration publique. La transformation numérique est au cœur de cette stratégie visant à renforcer l'efficacité et la transparence. Des outils pour une meilleure gouvernance. Les objectifs sont clairs: améliorer la gestion des fonds publics et rendre des comptes aux citoyens. Pour ce faire, le ministère a lancé la dématérialisation du programme d'investissement public, PIP, et du module de gestion de l'aide externe, MGAE. Selon la ministre, ces outils numériques permettent de suivre l'exécution des projets en temps réel et d'accroître la redevabilité envers les citoyens et les partenaires. Pour renforcer davantage cette transparence, le ministère met également en place un registre électronique des ONG et a modernisé son site web pour faciliter l'accès à l'information. La jeunesse, moteur de l'inclusion numérique. Cette modernisation ne peut pas se faire évidemment sans les compétences humaines. C'est pourquoi un projet pilote de formation numérique gratuite et certifiante a été déployé pour les jeunes dans 8 communes du pays en partenariat avec l'Université de technologie d'Haïti, Unitech. Le programme vise à former les jeunes à l'informatique, au web design ou encore à l'intelligence artificielle, avec une attention particulière portée à l'inclusion des jeunes femmes pour réduire les inégalités dans ce secteur d'avenir. Cette réforme se positionne comme un pilier du renouveau institutionnel d'Haïti, un renouveau qui passe aussi par l'engagement direct de la jeunesse au niveau local. Engagement communautaire, former les jeunes de Delma à la citoyenneté active. Justement, à Delma, la jeunesse est au cœur d'une nouvelle initiative prometteuse. Le 25 octobre dernier, la cérémonie de lancement du projet pour une participation active des jeunes de la commune de Delma dans le processus électoral, c'est le thème, je le répète, pour une participation active des jeunes de la commune de Delma dans le processus électoral, cette cérémonie s'est tenue au rectorat de l'Université d'État d'Haïti, dis-je, le 25 octobre dernier. Le but, c'est de former les acteurs du changement. Le programme ambitionne de former 50 jeunes leaders, lycéens, universitaires et membres d'organisations communautaires aux grands principes de la citoyenneté. À travers des ateliers sur le leadership, le plaidoyer et le débat public, l'objectif est de leur donner les outils pour devenir des acteurs engagés et informés. Pour assurer la pérennité de cette action, un club citoyen de jeunes sera créé. Ce projet illustre la force de la collaboration. Il est porté par plusieurs organisations de la société civile, notamment le Regroupement national des étudiants haïtiens, RENAEH, l'Organisation sociale pour l'épanouissement des jeunes, OSEJ, Kaitimoun et l'OIFSH. Le financement est assuré par l'organisme international Progetomondo. Cette initiative vise à transformer la jeunesse de Delma en une force de proposition pour une gouvernance plus inclusive, un espoir pour l'avenir qui contraste douloureusement avec la réalité de ceux qui ont dû quitter le pays, comme nous le verrons dans la nouvelle qui suit touchant notre diaspora. Mais la diaspora, une vive émotion suite à la disparition tragique de Schulz Laurent Jr. C'est avec une profonde tristesse que nous devons maintenant aborder une nouvelle qui a secoué la diaspora haïtienne. Le journaliste, poète et enseignant Schulz Laurent Jr. a été tué à l'arme blanche à Philadelphie, aux États-Unis, le mardi 28 octobre 2025. Il avait 51 ans. Hommage à un homme de lettres. Schulz Laurent Jr. était une figure respectée du monde culturel et médiatique haïtien.
Beaucoup se souviennent de sa plume rigoureuse et engagée, notamment à travers ses collaborations avec des journaux comme Le Nouvelliste, le National, C3 Hebdo et Écho Haïti. Professeur de lettres et d'éducation à la citoyenneté, il a partagé son amour de la culture avec des centaines d'élèves. Il laisse également derrière lui une œuvre poétique marquante avec des recueils tels que « Et si mon cœur te chantait », « Bouquet d'amour » et « Sur les traces de l'aube ». Le drame de l'exil. Oui, récemment immigré aux États-Unis en quête d'un nouveau départ, sa fin tragique met en lumière le destin difficile de nombreux intellectuels haïtiens contraints de fuir l'insécurité et la crise en Haïti. Sa mort est une perte immense pour la culture haïtienne et soulève une nouvelle fois la question des défis et des dangers auxquels notre diaspora est confrontée, même loin de chez elle. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Donc nous quittons cette nouvelle émouvante pour un bref compte-rendu sportif. Nos grenadières en match amical face au Maroc. En football, la sélection féminine haïtienne était sur le terrain ce mardi 28 octobre pour une rencontre amicale face au Maroc. Question de se préparer, de s'échauffer un peu, vous voyez. Le résultat du match est un peu décevant. Pour leur 6e match amical de l'année 2025, nos grenadières se sont inclinées sur le score de 3-0. C'était la 2e confrontation de l'année entre les deux équipes. C'est ce qui conclut le développement de nos nouvelles. Passons maintenant aux informations de service. Voici quelques informations pratiques pour vous accompagner dans votre journée. Météo, il faut toujours faire preuve de prudence si vous êtes en Haïti, un peu partout où vous êtes. Ne levez pas les alertes vous-même, attendez les consignes des dirigeants sur place, les spécialistes pour vous dire quoi faire. Sinon, pour la journée du jeudi 30 octobre, nous vous invitons à consulter les sources locales pour continuer à obtenir les prévisions les plus à jour. Nous espérons une belle journée pour tous. Même si peut-être dans certains cas vous ne le verrez pas, mais il est prévu le lever du soleil pour ce jeudi 30 octobre à 6h49 et le coucher à 18h16. Parlons de taux du jour. Oui, il est important de s'informer sur le taux du jour. La BRH, selon les données publiées par la Banque de la République d'Haïti, le taux de référence pour la journée d'hier, le mercredi 29 octobre 2025, était de 130 gourdes, 72,16 centimes pour $1 américain. C'est ce qui met fin, madame, monsieur, à notre bulletin de nouvelles. Le moment est venu de vous faire le rappel des principaux titres développés dans ce bulletin de nouvelles. L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 2, s'éloigne après avoir causé au moins 24 morts, 18 disparus et 17 blessés. Le bilan des inondations à Petit-Goâve grimpe à 20 morts, dont 10 enfants, alors que l'ouragan Melissa poursuit sa route vers les Bahamas. Oui, après la villa d'accueil, Conviction pour Changement continue sa mobilisation à Gonaïves. Claude Joseph se prononce sur la situation sécuritaire en Haïti, un pas dans la bonne direction selon l'ex-premier ministre. Delma, un programme pour encourager l'engagement civique et électoral des jeunes a été lancé. Et en termes de sécurité, Team Pied-Sol, une initiative policière pour contrer les phénomènes d'insécurité à Delma en se rapprochant davantage de la communauté. La ministre Kathleen Florestal mise sur le numérique pour renforcer la transparence et l'efficacité administrative du MPCE. Le gouvernement pleinement mobilisé à la suite du passage de l'ouragan Melissa. Sympathie et mobilisation du gouvernement à la suite du passage de l'ouragan. Et dans la diaspora, une très mauvaise nouvelle, meurtre du journaliste et poète haïtien Schultz Laurent Junior à Philadelphie. Battu par le Maroc 3-0, Haïti enchaîne une 4e défaite de suite malheureusement. Haïti Agro-Industrie, le cacao haïtien au Salon mondial du chocolat à Paris. Une très bonne nouvelle, une bonne vitrine d'Haïti qui s'ouvre sur le monde.
C'est tout pour ce bulletin de RGDE Nouvelles, l'info sans détour, une analyse objective. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous au prochain bulletin pour continuer à suivre l'actualité ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager pour soutenir notre mission, bâtir un pont d'information entre Haïti et sa diaspora. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles et histoires qui comptent. Restez connectés, restez fiers. Au revoir.